Bonjour. Alors aujourd'hui je vais intervenir à propos d'un livre de moi qui vient de paraître sur l'idéologie et son pouvoir, donc qui est paru chez l'Harmattan, et qui aborde le sujet, vous verrez, vous m'entendrez en parler, sous divers angles si vous voulez. Alors je vous présente d'abord le livre, pour vous donner la photo. Voilà, et comme l'indique la couverture, la photo, je passe à la loupe, si je puis dire, la notion d'idéologie. Donc, l'idéologie et son pouvoir. J'interviens ici pour vous présenter donc ce qu'est l'idéologie et son pouvoir à partir de mon récent livre qui a précisément ce titre. Alors, pourquoi cette intervention sur un pareil thème? D'abord parce que si l'on trouve nombre d'analyses partielles, je dis bien partielles, de l'idéologie chez de nombreux auteurs, comme Althusser, Sèvres, Gramsci, pour m'en tenir au courant marxiste, mais il y en a d'autres aussi, je ne connais pas un seul ouvrage qui aborde ce thème en lui-même, et sous toutes ses faces, hormis un bref ouvrage de Michel Védé, qui enseignait à l'université de Poitiers, autrefois, mais dont l'ouvrage était purement universitaire, si vous voulez. Mais surtout, et du coup, c'est la situation contemporaine, figurez-vous, de la réflexion, spécialement en France, qui m'inquiète profondément, tant sur le plan intellectuel que dans la société elle-même et ses médias. Disons que depuis la déferlante libérale qui a envahi l'Europe après la disparition de l'URSS, nous assistons à une régression de la pensée collective, dans un sens politique libéral précisément, favorable au capitalisme, aggravant à travers l'action des gouvernements les conditions de vie des peuples nationaux et les inégalités sociales. Alors que la richesse des riches augmente scandaleusement, non seulement en France, mais au niveau mondial, et à un degré qui est proprement insupportable. Avec en plus, je le signale aussi, des idées, une dégradation des idées de certains intellectuels médiatiques que j'ai connus d'ailleurs, comme Comte-Sponville, qui fut communiste, et oui, ou encore Michel Onfray, ex-gauchiste de talent, et qui était venu m'écouter un jour au CNRS parler de Nice, sans compter alors aujourd'hui les dérapages nationalistes, ou Houellebecq, ou d'un Zemmour, ou même à l'intérieur et à l'extérieur, la montée de courants religieux extrémistes, donc je dis bien aussi à l'extérieur, un peu partout, comme en Hongrie ou en Pologne, nourrissant une montée, il faut le dire, très clairement, d'une extrême droite très inquiétante, comme en Italie, voire même à travers, bien entendu, les excès de la poussée islamiste un peu partout. Eh bien, en présentant ainsi mon propos, je l'ai déjà justifié sur le fond, si je puis dire, puisque à travers tous ces thèmes, je le répète, la politique, le libéralisme, l'extrême droite, les médias, la religion, j'ai pointé le vaste domaine de l'idéologie, justement, avec ses idées rétrogrades aujourd'hui, et son poids sur nos consciences, sans que nous en ayons clairement conscience. Ce qui est précisément une caractéristique de l'idéologie. Sauf que je ne l'ai pas défini dans son essence pour l'instant, ce qui sera le centre, je vous le signale, de mon exposé, à partir de mon livre et à l'aide de nouveaux exemples. Premier point, on l'aura deviné, sans doute, son champ est vaste. Je n'en reprends pas le contenu que j'ai évoqué tout à l'heure, et il intègre ce qui paraîtrait devoir lui échapper comme la religion pour les croyants, je dis bien pour les croyants, censée provenir dans ses dogmes ou ses croyances de Dieu. C'est une illusion que la conscience religieuse, une illusion illogique que la conscience religieuse a d'elle-même. Alors, il faut dire que dans l'ordre de ce champ, seul intellectuel, seule la science lui échappe, même si certains savants s'efforcent d'en interpréter le contenu, figurez-vous, dans un sens idéaliste qui n'est pas fondé. Et je pense ici à Bernard d'Espagna, dans le domaine de la physique, qui a écrit un ouvrage assez étonnant, par sa version, par sa traduction idéaliste de la science contemporaine. C'est assez curieux, si vous voulez. Et il y a aussi une discipline qui a cru longtemps lui échapper, devinez quoi? À savoir la philosophie elle-même, que je pratique, jusqu'à la venue de Marx, vous l'aurez deviné.
Encore faut-il, grâce à lui, bien entendu, grâce à Marx, éclairer, plus définir son essence depuis son ouvrage de référence ici, à savoir l'idéologie allemande, avec ses textes sur Feuerbach qui lui sont associés. Or, l'idéologie se caractérise par deux choses qu'il faut mettre en avant, son origine et sa fonction. Donc je commence par son origine. Les idées, les croyances, les valeurs, etc., dont elle est constituée, ne tombent pas du ciel, si je puis dire, et n'ont pas leur origine dans la conscience individuelle elle-même, qu'elles habitent pourtant, et ce à quoi celle-ci croit. La conscience individuelle croit être à l'origine de ses propres contenus. Or, leur origine, Marx le dit très bien, est extérieure à la conscience, et se trouve dans les conditions objectives, donc matérielles, de l'histoire et de la société, ce qui explique son immense variété et ses changements dans le temps. On peut penser et dire cela de l'idéologie en supposant que l'on échappe à son emprise. Et à ce moment-là, il faut la concevoir sur le plan de cette science matérialiste de l'histoire que Marx a entendu fonder et qui nous fournit alors ce que j'appelle une science de la conscience idéologique. Une science de la conscience idéologique. Je pourrais en fournir à nouveau de multiples exemples concrets, mais le plus convaincant, disons, et le plus célèbre, que vous connaissez sans doute, se trouve être celui de la religion, dont Marx a fait une analyse célèbre dans sa jeunesse, figurez-vous, en faisant une expression de la détresse réelle du peuple. La formule est de lui, détresse réelle du peuple. Celui-ci trouvant en elle, donc dans la religion, une compensation imaginaire à cette détresse, y exprimant du coup des désirs de bonheur, de justice, d'absolu, etc., qui ne sont pas réalisés sur terre. C'est en quoi elle le console, ce peuple, et lui apporte un bienfait comparable à celui de l'opium, quand celui qui souffre d'un mal y recourt, la religion devenant alors, par association avec l'opium, devenant l'opium du peuple, la formule est bien de lui, sauf que ce bienfait, comme dans le cas de l'opium réel, ne le guérit pas de sa détresse, et tout autant l'empêche de lui faire face et de vouloir ou de tenter de l'abolir. L'idéologie religieuse montre dans ce cas son caractère socialement conservateur et mystificateur, et tout autant son caractère d'illusion qui se trompe sur son statut, idée que Freud reprendra à sa manière dans l'avenir d'une illusion. Et cet aspect conservateur de l'idéologie, je n'y insiste pas là, mais c'est un aspect important et fréquent de l'idéologie elle-même. On touche alors, deuxième point, à la fonction. La fonction en l'origine. La fonction de l'idéologie dans ce contexte, sachant qu'elle peut, bien entendu, en changer. Et ce changement, je l'aborderai ensuite. On vient de voir que, issue de la société, ou produite par elle, elle a un effet en retour sur sa cause socio-historique, ou sur ses causes socio-historiques. Je reprends le terme, elle la conserve, cette société, ou si l'on veut, elle contribue à la reproduire, pour utiliser un vocabulaire de Marx, et la démonstration concrète pourrait en être faite facilement à propos de toutes les religions, pour l'essentiel en tout cas, dans leur rapport aux différents pouvoirs historiques qu'elles ont soutenus. Or, il faut élargir cette caractéristique de la conservation ou de la reproduction à beaucoup d'idéologies, cette fois-ci sociopolitiques, dans le cadre des sociétés de classe que l'histoire a jusqu'à présent connues. Esclavagisme, féodalisme, capitalisme ont engendré des complexes d'idées et de valeurs qui justifiaient avec différents arguments l'ordre sociopolitique en place et contribuaient donc à le conserver, à le reproduire précisément. Et c'est encore le cas avec l'idéologie libérale, dont je soulignais le poids actuel. Mais je me contente ici de vous rappeler la manière dont elle a pris très
profond par ailleurs. Aristote a pu justifier idéologiquement l'esclavage en croyant le faire, disons, sous le plan d'un savoir philosophique, à partir d'une soi-disant inégalité naturelle entre le maître et l'esclave. Alors, je n'en dis pas plus, plus de ce double point de vue, origine et fonction, mais il se trouve qu'on est aussi confronté à d'autres aspects ou formes de l'idéologie. Car si l'idéologie a la plupart du temps une fonction de justification de l'ordre social, pour le conserver au profit des dominants, je l'ai indiqué, elle ne peut le faire qu'à l'aide de valeurs, fussent-elles illusoires, donc sur la base d'une dimension normative qui lui est propre, au-delà des pseudo-explications de la réalité qu'elle peut en donner, comme a pu en donner quelqu'un comme Aristote, par exemple. Bon. Or, justement, cette dimension normative va pouvoir, figurez-vous, inverser sa fonction et alimenter, à ce moment-là, sa critique de l'ordre social, surtout si l'on songe que celui-ci est aussi tissé de contradictions, de conflits d'intérêts de classe dans toutes les sociétés que l'humanité a connues jusqu'à présent pour l'essentiel. Il faut donc savoir que l'idéologie, si elle peut avoir une fonction de ciment social en faveur des dominants et de leurs intérêts, elle est alors ce qu'on appelle l'idéologie dominante, expression du pouvoir de la classe dominante, comme dit Marx. Elle peut aussi être au service des dominés sur la base de leurs intérêts propres. Cela explique les luttes idéologiques, cette fois-ci, dans le cadre de l'opposition des intérêts de classe. Et cela montre aussi, j'en profite pour l'indiquer, l'origine de l'idéologie dans l'intérêt humain avec ses valorisations propres, fut-il cet intérêt déguisé, masqué ou dénié. Engels, le collaborateur et l'ami de Marx, a bien analysé cette dimension normative et même à vocation morale, en distinguant dans l'histoire la succession de 3 formes d'idéologie que j'ai déjà indiquées, et c'est important en y décelant un progrès, un terme normatif, progrès par excellence. Vous trouverez cela dans l'Anti-Düring, et je rappelle rapidement son propos. Il distingue bien l'idéologie esclavagiste, l'idéologie féodale et l'idéologie capitaliste en les rapportant à des pouvoirs de classe à chaque fois différents. Et surtout, il a ajouté, parce qu'il parle de progrès, il a ajouté que pourrait s'en suivre une idéologie supérieure, réellement universaliste, au service de tous, donc celle inhérente au projet communiste qui était le sien. On est bien alors, je le lis tout de suite, très clairement, sans embâge, on est bien alors dans la morale au sens fort, liée à la valeur de l'universel, et celle-ci est bien au fondement d'une critique, disons, normative, cette fois-ci, du capitalisme, sachant qu'il n'y a pas de critique sans normes. Alors, de ce point de vue, il y a bien eu des philosophies politiques portées, figurez-vous, par une option idéologique critique et progressiste, avant Marx, celle de Kant et de Rousseau en particulier, avec leurs conséquences pratiques. Alors, je rappelle la Révolution française pour Rousseau, et s'agissant de Kant, il y avait chez lui un projet d'entente des nations et de paix qui était clairement politique et donc idéologique, et qui fut à l'origine, vous devez le savoir, de la SDN, la Société des Nations, et ensuite indirectement de l'ONU. Mais aussi, non seulement avant Marx, mais après Marx, cette dimension critique est apparue avec Jaurès, et surtout Gramsci, qui a élaboré en Italie et en prison, parce qu'il était emprisonné, figurez-vous, pour cause de marxisme, qui a élaboré, d'une manière, à mon avis, remarquable, la nécessité indépassable de l'idéologie pour unir les hommes en groupe. Et il a même indiqué que tout État, bien entendu, impliquait une dimension éthico-idéologique. Sur cette base, il a envisagé un nouveau sens commun, ce qu'il a appelé, de son côté, lui, un bon sens supérieur, de masse, au service des exploités, qui était bien une idéologie, mais progressiste, au service, cette fois-ci, de l'intérêt de tous.
On voit donc à quel point l'idéologie est fondamentale pour unir les hommes vers un idéal émancipateur ici. Et Gramsci l'a donc intégré dans sa philosophie de la praxis. C'est l'appellation qu'il donnait à son marxisme parce qu'il voulait éviter la censure parce qu'il était justement emprisonné et qu'il écrivait en prison. On voit donc à quel point l'idéologie est fondamentale pour unir aussi les hommes vers un idéal émancipateur, ici, et Gramsci l'a donc intégré dans sa philosophie. L'on voit tout autant que l'hypothèse d'un avenir scientifique qui ferait disparaître l'idéologie, tel qu'un certain positivisme ou un certain économisme pourrait l'imaginer, n'a pas de sens. La science nous dit ce qui est, elle ne nous dit pas ce qui vaut ou doit être, ou encore quelle fin nous devons poursuivre dans la vie et l'action. Je peux donc conclure, sans pouvoir malheureusement développer davantage, spécialement dans le domaine des multiples formes d'idéologie dont je parle dans mon livre, comme le racisme, le libéralisme, avec son idéologie de la consommation à tout prix et de la production privée qui l'alimente, ou à l'inverse, si je puis dire, parce que j'en parle tout autant, le féminisme dans ses différentes variantes, ou encore l'écologie. Ce mouvement idéologique qu'il faut mettre au premier plan aujourd'hui, en pointant bien, attention, ce qui est vraiment responsable d'une crise qui risque de mener l'humanité à sa perte, à savoir la croissance érigée en absolu dérisoire. C'est là une idéologie sur les capitalistes dominante, et dont il faut faire la critique idéologique, là aussi, publique, à nouveau, donc avec celle du capitalisme qui l'anime. On aura compris, pour finir, que être philosophe, au sens noble du terme, c'est aussi être un idéologue, ou ce que Julien Benda appelait courageusement être un clerc, dans son livre qui s'appelait La trahison des clercs, contre laquelle il était, cette trahison, mais un clerc donc qui ne trahit pas les idéaux de la justice et de la raison, qui sont inséparables de sa fonction. Dernier propos, vive l'idéologie donc, ainsi conçue, avec son pouvoir propre, et passer au crible de l'esprit critique. Merci.